Mitre Shebanshi était un acteur thaïlandais souvent cité comme une icône de l'âge d'or du cinéma du pays. Bien qu'il soit pratiquement inconnu en dehors de la Thaïlande, il était une véritable superstar dans son pays natal, jouant dans près de la moitié des 100 films que l'industrie cinématographique thaïlandaise produisait chaque année à son apogée. En 1970, la production de ce qui allait devenir le dernier film de Mitre commença. Au moment de sa production, le film était remarquable pour être le premier film produit et réalisé par Mitre lui-même. Le 8 octobre 1970, dernier jour du tournage, devait être tournée la scène finale du film, dans laquelle le personnage principal grimpe sur une échelle de corde larguée d'un hélicoptère avant de s'envoler comme un véritable héros d'action. Cependant, au moment de filmer la scène, l'hélicoptère a volé trop haut pour grimper correctement sur l'échelle de corde, et Mitro n'a pu atteindre que la marche du bas. Alors que l'hélicoptère commençait à s'élever dans les airs, l'acteur s'est retrouvé suspendu dangereusement au-dessus du sol, sans rien à quoi s'accrocher à part la barre inférieure. Le pilote de l'hélicoptère n'en était pas conscient et a donc laissé l'hélicoptère poursuivre sa montée. En conséquence, Mitro a finalement perdu son emprise et est tombé au sol, mourant instantanément sous l'impact. Sa mort a été un autre coup dur pour l'industrie cinématographique thaïlandaise en 1970, survenant quelques mois seulement après la mort du réalisateur thaïlandais pionnier Ratana Pistanji des suites d'une crise cardiaque. Comme les caméras filmaient tout le processus de levage de l'hélicoptère, la mitre est tombée au sol dans le cadre. Lorsque le film est sorti pour la première fois en salle en 1970, une étrange décision a été prise, inclure les images dans le montage final. Mais lorsque le film est sorti sur DVD, toutes les images de la mort de Mitra ont été supprimées. Et la partie du film elle-même a été coupée après le début du décollage de l'avion. Au lieu de cela, les images de la chute de Mitra ont été remplacées par d'autres images d'avion, suivies du texte d'un parchemin commémorant la vie de l'acteur. Depuis lors, aucune vidéo de la chute de Mitra n'a été montrée au public, et très probablement, en raison de principes moraux et du respect de l'acteur, ne le sera jamais. Pekka Erik Ovinan était un YouTuber finlandais, qui, à l'aide de 2 comptes, a mis en ligne plusieurs vidéos sur ses opinions sur la politique, la religion et les tragédies de l'histoire récente, notamment le massacre de Columbine en 1999. Le 15 mars 2007, Ovinan a créé sa première chaîne, Natural Selector 89, citant sa croyance dans le darwinisme social. Il a peut-être été inspiré par le tireur de Columbine, Eric Harris, qui portait un t-shirt qui disait « La sélection naturelle ». Il a posté plusieurs vidéos sur cette chaîne, dans lesquelles il exprimait son point de vue sur l'histoire, la politique et la religion, y compris l'affirmation fondamentale des schizos selon laquelle il était censé être un vrai dieu. Pendant que Natural Selector 89 était actif, d'autres youtubeurs ont commencé à critiquer Ovinan pour son contenu dur. Plus particulièrement, TJ Kirk, mieux connu sous le nom de The Amazing Attest, a réalisé une vidéo intitulée The Columbine Killers, nain psychique et nanisme social, dans laquelle il notait qu'à la suite de la fusillade de Virginia Tech en 2007, il fallait se méfier des personnes sur YouTube qui admirent les tireurs. Il a déclaré que ces personnes devaient faire l'objet d'une enquête, citant la chaîne Ovinan comme exemple. Ovinan a ensuite créé une deuxième chaîne, appelée Stromgast 89, en raison du blocage apparent du stylo. Sur la chaîne, il a publié plusieurs vidéos dans lesquelles il montre son pistolet et tire des fruits avec. Il l'a acheté en octobre 2007, 2 mois après avoir rejoint un club de tir local. Et une nuit avant ce jour fatidique, il a mis en ligne une vidéo demandant à ceux qui voulaient le contacter de le faire avant qu'il ne soit trop tard. Le matin du 7 novembre 2007, Ovinan a sauté son premier cours pour surfer sur Internet. À 9h33, il a mis en ligne sa dernière vidéo, intitulée Yokola High School Massacre, le 7 novembre 2007. La vidéo présentait une photo de son école, qui montrait plusieurs images de lui pointant une arme sur la caméra. Après cela, il est allé à l'école. Alors que la bataille n'était pas terminée, il s'est avéré que 8 personnes avaient été tuées et 13 autres blessées. Le massacre a provoqué une vague de chagrin dans toute la région et en Finlande dans son ensemble. Après le tournage, YouTube a supprimé la chaîne de Stromgast 89 et ses vidéos. Cependant, certains d'entre eux ont été réuploadés. Sa lungsod ng Pasay, nagbuwis ng buhay ng 4 na taong gulang na... Le 31 mai 2002,
Dexter Balala et sa mère Salvazon Balala sont arrivés à la gare routière de Pazay après 2 semaines de vacances. Ils attendaient un bus pour se rendre à leur ville natale de Pampanga. Et alors qu'ils allaient aux toilettes, un homme nommé Diamedas Talba, qui aurait été sous l'influence de drogue, a pris Dexter en otage, lui tenant un couteau sous le cou. L'intégralité du procès a été diffusée en direct sur ABC-CBN le 31 mai 2002. Le journaliste était Michael Fajatin. Les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux et ont tenté de dégager la zone où se trouvait l'envahisseur. Mais il y avait trop de monde. Malheureusement, 2 heures plus tard, Talba a poignardé le Dexter tuant le garçon, ce qui a incité la police à ouvrir le feu. Tinuluyan nga ng suspect ang bata. Dito pa lang pinagbabaril na ng mga pulis ang hostage taker. Patay ang suspect, pati ang bata. Le motif de Talban n'est pas encore clair, mais nombreux sont ceux qui pensent que l'incident aurait pu être évité. À la suite du meurtre, le directeur général adjoint de la police de Manille a licencié le chef de la police de la ville et a recommandé des poursuites contre les 10 policiers impliqués dans l'arrestation. Il semblerait que cette émission ait disparu avec le temps et ne sera plus jamais retrouvée, mais le 15 avril 2024, la chaîne YouTube Jacob Shelter a mis en ligne un enregistrement de l'émission censurée, mais les images ne sont toujours pas pour les âmes sensibles. Paul Bernarda et Carla Amoloka sont 2 anciens tueurs en série impliqués dans le meurtre et le viol d'au moins 3 mineurs dans la province canadienne d'Ontario, entre 1990 et 1992. Bernarda lui-même avait déjà été associé à plusieurs autres viols et meurtres. Lors du procès du couple en 1993, Carla Amoloka a conclu un accord de plaidoyer dans lequel elle a témoigné contre Bernard en échange d'une période plus courte. Pendant ce temps, elle a affirmé qu'elle était également victime de Bernard, qu'il avait forcé à participer à des crimes et l'avait maltraité mentalement tout le temps, ce qui l'avait forcé à participer au meurtre de sa sœur Tammy. En plus du fait que l'accord lui-même était une équipe, beaucoup l'ont qualifié d'accord avec le diable. La raison qui a suscité beaucoup d'indignation était la découverte de 6 vidéos qui ont capturé les actions du couple, et des témoins affirment que Carla était beaucoup plus prête à tuer. Les bandes elles-mêmes, d'une durée totale de 3,5 heures, documentent le crime commis contre les victimes susmentionnées, ainsi que d'autres abus sexuels sur une 4e victime qui a survécu. Lors du mandat de perquisition initial contre Bernard, la seule cassette qu'ils ont pu trouver était celle relative à la 4e victime. Pendant tout ce temps, la police n'a trouvé aucune autre cassette, et seulement 16 mois après la conclusion de l'accord de plaidoyer, elles ont été retrouvées dans la maison de Bernard. À la suite de la condamnation de Bernard et Amoloka, il y a eu une vive réaction du public dans les médias canadiens, étant donné les peines clémentes qui en ont résulté pour des crimes similaires commis par Carla. Après avoir purgé 12 ans de prison, Amoloka a été libéré en 2005 et vit actuellement dans la province canadienne du Québec, où sa présence continue de susciter la polémique. Alors que Bernard est toujours en prison à ce jour, où il a été agressé à plusieurs reprises par d'autres prisonniers. À la fin du procès, les bandes en question ont été détruites en 2001, et des bandes de 6 grammes de ces enregistrements ont survécu jusqu'à ce jour. Le 7 juin 2016, Colin Scott, étudiant diplômé en psychologie, et sa sœur Sebal, traversaient une zone restreinte du parc national de Yellowstone avec l'intention de prendre un bain chaud dans l'une des piscines thermales de Yellowstone. N'ayant personne à proximité, Scott a décidé de s'écarter de l'itinéraire qui leur était assigné. L'intrusion est strictement interdite dans le parc en raison de la nature dangereuse des sources chaudes de Yellowstone. Les accidents impliquant des sources en feu ont tué au moins 22 personnes. Cependant, non seulement ils ont ignoré l'avertissement affiché tout au long de la marche, mais ils ont également parcouru des centaines de mètres jusqu'en haut de la colline. Sable s'est filmé elle-même et son frère avec son téléphone, alors qu'il passait devant l'une des piscines chaudes. Colin s'est agenouillé pour vérifier la température de l'eau de la source, lorsqu'il a soudainement glissé et est tombé dans le. Dans des circonstances normales, la température de l'eau dans le geyser atteint environ 93 degrés Celsius, et Colin est apparemment mort de brûlure à la source, à l'âge de 23 ans. Quelque temps plus tard, Sable est revenu avec les sauveteurs, et ils ont découvert les restes de la tête, du torse et des bras de Scott, mais ils n'ont jamais pu les récupérer. Le lendemain matin, la piscine acide a complètement dissous le corps de Scott, ne laissant que quelques objets personnels, dont son portefeuille et ses tongs. Colin Scott avait obtenu son diplôme de TCU quelques semaines plus tôt et était considéré comme l'un des meilleurs étudiants.
Comme détaillé dans le rapport d'incident publié dans le cadre d'une demande d'accès à l'information, Sable a capturé l'intégralité de l'incident sur vidéo, mais, en raison de sa nature, ainsi que par respect pour Scott et sa famille, les images ne seront jamais publiées publiquement. Anthony Paul, alias Tony48219, était un youtubeur controversé qui a été actif entre 2007 et 2009. Devenant une figure petite mais bien connue dans le cercle croissant et actif de discussion et de débats religieux du site grâce à ses vidéos souvent colériques et hostiles sur l'évolution, les athées et les femmes noires. Il a commencé à recevoir des vagues de trafic après avoir exprimé avec passion son soutien à Sean Caron, qui était le Chris le plus populaire de la plateforme à l'époque et était également très controversé en raison de ses opinions et de son histoire. Pendant 2 ans, il a été actif sur la plateforme, passant d'une chaîne à l'autre. Vers la fin de sa carrière, ses vidéos sont devenues plus distantes et les commentateurs ont exprimé leur inquiétude quant à sa santé mentale et au fait qu'il représentait potentiellement un danger pour lui-même après avoir déclaré qu'il pensait à s'enfuir. Le 13 avril 2009, Paul, 28 ans, s'est rendu au Performing Arts Center de Mackenzie, dans le Michigan, où il était étudiant. Là, il a rencontré Asia McGowan, 20 ans, une camarade youtubeuse et étudiante avec qui il a suivi des cours de théâtre. Selon la police de Dearborn, un appel d'urgence a été lancé sur le campus après que des bruits étranges ont été entendus venant d'une salle de classe, suivis de coups de feu. En arrivant sur les lieux, ils trouvèrent 2 corps, ceux de Tony et d'Asia, ainsi qu'un fusil de chasse posé à proximité. Après un certain temps, YouTube a supprimé la dernière chaîne de Tony, raison pour laquelle la plupart des vidéos ont été perdues. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez voir la suite, faites-le moi savoir en aimant et en commentant ci-dessous la vidéo. À bientôt.